Bonjour à toutes et à tous. La réforme de la protection sociale au Maroc est à une étape décisive. 2022 sera l'année de la généralisation de la couverture médicale, un chantier titanesque dans lequel la CNSS est appelée à jouer un rôle central. Nous nous retrouvons en ce moment au siège de la CNSS à Casablanca. Nous avons rendez-vous avec son directeur général, Hassan Boubrik. C'est tout de suite dans grand format. Hassan Boubrik, bonjour. Bonjour. Si vous permettez cette brève présentation de votre parcours professionnel, vous êtes diplômé de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique de Paris. Vous avez entamé votre carrière dans le privé en 1993. Après avoir travaillé pour la multinationale Procter & Gamble, vous avez intégré le cabinet de Mohamed Sagou, ancien ministre des Finances. En 1996, vous avez assuré plusieurs missions au sein du groupe CDG. Vous en avez été le secrétaire général, puis directeur général d'une de ses filiales, CDG Développement. En 2011, vous êtes de retour au ministère des Finances et vous prenez en charge la direction des assurances et de la prévoyance sociale, la DAPS. En novembre 2012, le roi vous nomme président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, la CAPS. 10 ans plus tard, le 11 février 2021, le souverain vous nomme cette fois-ci directeur général de la CNSS. Alors, cela fait 10 mois que vous êtes à la tête de la CNSS. Entre-temps, il y a eu la nomination d'un nouveau gouvernement et en même temps un changement de tutelle. La CNSS, historiquement relevée du ministère de l'Emploi, est passée cette fois-ci sous la tutelle du ministère des Finances et plus précisément du ministère du Budget. Est-ce que cela a du sens et est-ce que c'était prévisible pour vous ce changement de tutelle ? Vous avez raison, le décret qui fixe les prérogatives des attributions des membres du gouvernement a confié la tutelle de la Caisse nationale de sécurité sociale au ministère de l'économie et des finances. D'abord, nous avons toujours travaillé de manière assez fluide avec le ministère chargé du travail lorsque nous étions sous sa tutelle. Mais en réalité, le ministère de l'économie et des finances était toujours présent parce qu'on avait une double tutelle, une technique de la part du ministère du Travail, une deuxième tutelle financière qui était assurée par le ministère chargé des Finances. Donc aujourd'hui, et dans le contexte actuel de généralisation de la protection sociale, dans le cadre du grand chantier voulu par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, nous espérons, et je pense que cette tutelle aujourd'hui par le ministère de l'économie et des finances permettra peut-être plus d'efficacité, une prise de décision plus rapide dans les différents chantiers que nous avons. Alors justement, la CNSS est l'organe chargé de la gestion de la généralisation de la couverture médicale. 22 millions de Marocains vont devoir bénéficier de l'assurance maladie obligatoire pour la première fois en 2022. L'opération d'immatriculation a déjà commencé début décembre. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez des chiffres à nous annoncer? D'abord, cette première opération d'immatriculation concerne les catégories pour lesquelles les décrets ont été publiés. Il s'agit des commerçants artisans qui sont soumis à la contribution professionnelle unique, artisans et commerçants qui tiennent une comptabilité, les notaires, les auto-entrepreneurs et les professions médicales et paramédicales. Les fichiers que nous avons reçus des différents organismes de liaison totalisent un nombre de à peu près 650 000 personnes appartenant à ces catégories-là. Nous avons pu d'ores et déjà immatriculer quelque chose comme 660 000 personnes directement à partir de ces données de masse. Certaines personnes n'ont pas été immatriculées parce que soit elles bénéficient déjà de l'AMO dans le cadre, par exemple pour les CPU, il y a des gens qui sont des pensionnés et donc qui sont soit dans l'AMO CNSS, soit au régime AMO du public. Et donc dans ce cas-là, ils ne sont pas assujettis au régime TNS. D'autres personnes sont en train d'être immatriculées, mais à date d'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 550 000, 560 000 personnes. Voilà. Il y a eu aujourd'hui, je rappelle que cette émission a été enregistrée le jeudi, il y a eu le projet de décret qui ajoute de nouvelles catégories de salariés, de non-salariés plutôt. Tout à fait, il s'agit des ingénieurs topographes et également des vétérinaires. Pour ces personnes-là, l'immatriculation va commencer à partir du 1er janvier. Disons, ils vont devoir payer les cotisations à partir du 1er février et le bénéfice
de l'AMO, c'est-à-dire que concrètement, ils pourront déposer leur dossier AMO à partir du 1er mars. Et le total, nous n'avons pas encore un chiffre exact, mais c'est à peu près 1000 individus qui sont concernés par les décrets qui ont été approuvés en Conseil de gouvernement aujourd'hui. Et s'en suivra après les agriculteurs, exactement, les ramédistes. Voilà. Alors, nous avons de toute manière un calendrier qui est extrêmement ambitieux, mais qui sera, Inch'Allah, réalisé. Qui va être respecté. L'ensemble des TNS d'ici le mois de mars-avril, y compris les agriculteurs, et par la suite les ramédistes au mois de juillet. Alors, la population servie par la CNSS va passer de 9 à 30 millions de personnes. Selon les estimations de la CNSS, le nombre de dossiers traités par la CNSS va passer de 20 000 à 80 000 dossiers par jour. Ça va être quadruplé. Comment vous allez faire pour supporter cette charge de travail supplémentaire conséquente, tout en préservant un certain niveau de qualité raisonnable à l'égard des assurés? Effectivement, cette croissance exponentielle du niveau d'activité de la CNSS pose des défis opérationnels énormes, que ce soit en matière de système d'information, sur le plan logistique, ressources humaines, process. C'est un travail très important, mais nous ne sommes pas préparés depuis un mois, nous nous préparons depuis quelques mois. Concrètement, depuis après 9 mois ou 10 mois, nous nous préparons à cette généralisation. Et nous nous sommes préparés particulièrement sur 2 axes. Le premier, c'est d'abord étendre notre réseau, à la fois notre réseau propre à travers l'augmentation du nombre d'agences de la CNSS. Nous allons créer dans les semaines qui viennent à peu près une 50aine d'agences. Nous avons également une 50aine qui va porter le réseau de la CNSS. Qui va porter le réseau de la CNSS, autour de 160 agences, plus les autres points de contact des bureaux de liaison ou des kiosques. On sera à peu près à 200 points de contact. Et nous avons un autre programme d'ouverture en 2022. Nous allons également acquérir des agences mobiles et donc doubler notre capacité en matière d'agences mobiles. Mais le plus important... Les agences mobiles vont servir surtout pour les zones enclavées. Surtout pour les zones enclavées, dans les zones rurales. Et voilà, les souks. Ces agences auront un planning par région et vont sillonner les souks et donc proposer à la fois des services et permettre à nos assurés dans ces régions-là de déposer leur dossier maladie. Mais l'extension du réseau se fait surtout à travers les partenariats que nous avons noués avec les réseaux de proximité, notamment les établissements de paiement, Balid Cash, Shabi Cash, Tsilet, Cash Plus, Wafa Cash, etc. Et ces réseaux-là, aujourd'hui, mettent à notre disposition 4500 points où les gens pourront s'immatriculer. Et mettre à notre disposition... Est-ce qu'ils sont formés au process de la CNSS? Je viendrai à ce point-là. 4500 points pour que les gens puissent être immatriculés et 2500 points très rapidement pour qu'ils puissent déposer leur dossier. Ces réseaux ont été non seulement formés, mais nous avons travaillé avec ces réseaux-là pour avoir des interfaces en matière de système d'information et de process afin que à la fois les services puissent être donnés en toute sécurité et en toute fiabilité. Est-ce que la CNSS pourrait s'engager sur un délai de traitement de dossier? Notre objectif principal, c'est que nous puissions faire face à cette augmentation exponentielle de l'activité sans qu'il y ait de dégradation de la qualité de service. Aujourd'hui, notre délai moyen de traitement des dossiers maladies, de liquidation est de 6 jours. Ce n'est pas le paiement, mais c'est le traitement. Après, il faut ajouter peut-être 2 ou 3 jours pour le paiement pour que les virements arrivent effectivement dans les comptes où qu'on puisse initier des mandats de paiement. Donc ça fait un total de 9 jours en moyenne. 8 à 9 jours à peu près, ce qui est un excellent délai. Vous allez le maintenir? C'est une moyenne, c'est-à-dire les dossiers simples sont traités dans des délais plus courts, les dossiers compliqués peuvent être traités dans des délais plus importants, des dossiers parfois qui sont rejetés. Notre objectif est de maintenir ce délai de traitement et peut-être même après de l'améliorer. Et nous faisons tout pour qu'on puisse être au rendez-vous. Qu'en est-il des effectifs? Est-ce que vous allez renforcer vos effectifs? Nous allons clairement renforcer nos effectifs, mais pas dans les mêmes proportions, heureusement. C'est-à-dire nous n'allons pas multiplier nos effectifs par 3 ou par 4, alors que notre activité est multipliée par 3 ou par 4. L'idée, c'est que grâce à la digitalisation, grâce aussi aux partenariats que nous faisons avec les autres partenaires, j'ai cité l'exemple des réseaux de proximité. Si nous devions ouvrir 2000 ou 2100 agences, ce seraient des effectifs de 10 000 ou 15 000 personnes et des frais extrêmement importants. Le fait de nous appuyer sur des partenaires nous permet effectivement de délivrer cette qualité de service, mais à un coût de gestion et à des frais qui sont beaucoup moindres. Nous misons sur les partenariats et nous misons sur le digital pour cela. Mais nous allons renforcer nos effectifs
essentiellement sur 2 ou 3 niveaux. Le premier, c'est au niveau du réseau, avec l'ouverture des agences. Le deuxième, au niveau du pôle assurance maladie obligatoire, parce qu'on doit aussi être capable de traiter un peu plus de dossiers. Et puis le troisième, c'est effectivement au niveau aussi de tout ce qui est inspection, contrôle et recouvrement. Alors, vous avez parlé de coûts. Est-ce que vous pouvez évaluer le coût additionnel lié à la gestion de la couverture médicale? Pour avoir une comparaison, notre activité va être multipliée à peu près par 4. Nous passons de 20 000 dossiers, 23 000 dossiers, à 80 90 000 dossiers jour, traités par jour. Notre budget en 2021 a augmenté à peu près de 20%, et il va augmenter, enfin de 10 à 18%. Il va augmenter. Il est de quel ordre en millions de dirhams? Notre budget, tout compris, pas uniquement d'assurance maladie obligatoire, mais également de régime général, en 2021 est autour de 2 milliards 100 millions de dirhams. En 2022, il va encore augmenter à peu près de 20% pour après avoir des croissances qui sont beaucoup moins importantes, parce qu'il va se stabiliser. Mais globalement, on aura une augmentation du budget sur les 2 années de 40%, et en face, on a une augmentation de l'activité de 400%. Très bien. Donc, on est rassuré, il y aura au moins une hausse du budget alloué à la CNSS pour assurer la gestion de la couverture médicale. Une question par rapport à la pérennité du régime AMO. D'abord, il y a une question qui se pose par rapport à cette diversité de compartiments. Là, la CNSS va se retrouver avec plusieurs compartiments, plusieurs, si on peut les appeler, plusieurs sous-régimes. Est-ce que ça va être géré pour chaque régime, pour chaque catégorie professionnelle, ou peut-être vous allez les fusionner, comme quoi, par exemple, les régimes excédentaires peuvent compenser éventuellement le déficit des régimes déficitaires? Ce qui est important, c'est que d'abord, le panier de soins et les services rendus par l'AMO sont les mêmes pour toutes les catégories. Je pense que ça, c'est le point de départ, et c'est un principe qui est important et qui est acquis. Aujourd'hui, la loi sur les régimes AMO pour les TNS identifie un régime qui est séparé sur le plan financier de celui des salariés. Est-ce que demain, les régimes vont être fusionnés juridiquement et financièrement? C'est une décision politique. Il faut peser le pour et le contre. Mais dans tous les cas, il est important que les régimes soient équilibrés. Il ne s'agit pas d'avoir des régimes qui soient déficitaires et d'autres qui soient excédentaires. Il s'agit d'avoir effectivement un équilibre, tout en gardant la solidarité entre ceux qui ont une capacité contributive faible et ceux qui ont une capacité contributive importante. Par contre, l'équilibre doit être assuré. Alors c'est cet esprit de solidarité justement qui a prévalu dans la définition des niveaux de cotisation pour chacune des catégories. Alors il y a le cas des médecins du secteur libéral. Ils ne sont pas d'accord avec le niveau de cotisation qui leur est imposé à travers le décret. On les voit aujourd'hui, ils sont en train de menacer de faire grève. Ils disent que la cotisation qui leur a été réservée ne correspond pas à la capacité réelle contributive des médecins. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous dire, si du moment qu'on est dans un système de forfait, il est clair qu'on n'aura pas une équité totale, ni nécessairement entre catégories ou à l'intérieur de la même catégorie. Vous pouvez avoir un médecin qui peut gagner 300 000 dirhams par mois et qui va contribuer, spécialiste, qui va contribuer à 5,5. Vous aurez un médecin qui a une clinique et qui peut déclarer un salarié peut-être à 10 fois SMIC et que lui va contribuer à 5 fois et demi de SMIC. Alors, je rappelle juste les niveaux de cotisation, c'est 2300 dirhams pour les spécialistes, les médecins spécialistes, 1900 dirhams pour les généralistes, et justement les médecins disent peut-être qu'un médecin généraliste à Tata ou à Goulbim, il ne doit pas être traité au même titre qu'un médecin qui se trouve ici à Casablanca, à Ma'arif ou dans une clinique. Alors on n'est pas à ces niveaux de cotisation. Ces niveaux de cotisation, si on prend à la fois la retraite et l'AMO. Aujourd'hui, il n'y a que l'AMO qui est obligatoire, la retraite est facultative. C'est-à-dire que les niveaux de cotisation sont plutôt autour de mémoire, autour de 780 à peu près pour un médecin qui serait un médecin spécialiste, ou 900 dirhams ou quelque chose comme ça. Vous pouvez calculer, c'est 6,37% du SMIC qui est autour de 2880 de mémoire, à peu près. Donc on n'est pas à ce niveau de cotisation parce que la retraite n'est pas aujourd'hui obligatoire. Mais ce que je voulais dire, c'est que du moment qu'on est dans le forfait, vous avez peut-être un médecin qui a des difficultés financières et qui, lui, effectivement,
pour lui 700 800 dirhams, c'est quelque chose d'important. Mais vous avez un autre qui pour lui 800 dirhams, c'est vraiment rien du tout. Le niveau global ne me choque pas, au contraire. C'est-à-dire, moi, en tant que gestionnaire de la CNSS, je veille et je suis très sensible à l'équilibre. Et ma hantise est que le niveau moyen de cotisation des travailleurs non salariés qu'on soit à un niveau moyen qui ne garantisse pas l'équilibre. Mais peut-être que demain, justement, si on veut arriver à plus d'équité, peut-être qu'on peut imaginer que la cotisation sera assise sur des revenus réels qui sont, disons, déduits des déclarations fiscales. Et ça serait plus logique. Mais on y viendra peut-être un jour quand on gagnera un peu plus de maturité dans nos systèmes. Je sais que vous êtes réunis avec les médecins au milieu de la semaine. Qu'est-ce que vous leur avez dit, notamment pour la partie incitative? Parce qu'eux, ils disent que peut-être la CNSS il y a un effort à faire, comme c'est le cas pour la CNAM, par exemple, en France. Il faut peut-être tenir compte de la contribution de la Corporation des médecins pour la préservation de l'équilibre financier de la caisse. Notamment, par exemple, quand ils prescrivent des médicaments génériques, les médecins, ils contribuent à l'équilibre financier de la CNSS. D'abord, le corps médical et les prestataires de santé sont un partenaire essentiel de la CNSS pour la gestion de l'AMO. La gestion de ce régime-là ne sera pas efficace si nous n'avons pas un dialogue constructif et si nous n'avons pas un partenariat réel avec les médecins, et je les considère comme des partenaires. La réunion d'hier s'est passée dans d'excellentes conditions, et effectivement sur la question des incitations, nous sommes parfaitement ouverts. Et maintenant, il faut qu'on construise ce système-là. Si vous parlez par exemple de la CNAM en France, il y a un système d'incitation vis-à-vis des médecins, notamment des médecins de ville, des médecins libéraux, mais avec une batterie d'indicateurs, avec un système de suivi. Si je suis parfaitement, disons, ouvert à la construction d'un système avec le corps médical, un système qui soit à la fois cohérent, qui nous permette d'aller vers une maîtrise des dépenses du régime qui est essentielle, tout en garantissant une bonne qualité des soins et des services rendus par ces médecins-là. Mais c'est quelque chose à construire, et puis il faut probablement toucher la législation pour permettre à la CNSS d'aller dans le cadre de ce système incitatif. Nous y sommes tout à fait ouverts et nous considérons encore une fois les médecins comme des partenaires essentiels. Alors qu'est-ce que vous dites par rapport à une critique? On reproche peut-être à la CNSS ou peut-être à ceux qui ont piloté la réforme de la généralisation de la couverture médicale, c'est que le lancement de la réforme n'a pas été précédé de suffisamment d'études actuariales, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait où on va, ou peut-être on s'est dit, c'est bon, on va se lancer d'abord et peut-être au fur et à mesure, on va apporter les ajustements nécessaires? Je pense qu'il y a eu quelques estimations qui ont été faites. Maintenant, encore une fois, une réforme de cette ampleur-là, c'est une vraie révolution, non pas sociale, moi je la qualifierais de sociétale. Pourquoi sociétale? Parce qu'au fait, elle remet vraiment au devant de la scène la question des solidarités à l'intérieur de la société. Et c'est très important. Et sur ce genre de réforme, je pense que il est important disons, de donner le coup d'envoi, de s'entourer de certaines précautions, mais le plus important, c'est de faire adhérer les gens et de commencer. Et effectivement, nous allons faire toutes les études actuarielles qu'il faut. Il faut surtout avoir les outils de pilotage pour que, si jamais on s'aperçoit qu'il y a des déficits, des risques pour avoir des déficits sur le moyen ou long terme, qu'on apporte des ajustements suffisamment à l'avance. Alors, il faut bien se mettre d'accord, l'assurance maladie, la souscription à l'AMO est obligatoire, d'ailleurs, comme le signifie AMO, assurance maladie obligatoire. Parce que là, j'ai vu les médecins, les syndicats de médecins appellent au boycott et à ne pas adhérer à ce régime AMO de la CNSS. Que risque-t-on quand on n'adhère pas au régime AMO de la CNSS? D'abord, les médecins attendaient l'AMO depuis très longtemps. Très très longtemps, et je pense beaucoup d'entre eux. C'est une revendication historique. C'est une revendication historique qui, aujourd'hui, grâce à l'impulsion de Sa Majesté, est en train d'être concrétisée. Et donc, il faut voir vraiment ce côté positif. La discussion que j'ai eue hier avec les médecins, avec leurs représentants, a été extrêmement positive. Je pense que les gens ont compris d'abord que c'est un système qui est obligatoire, et deuxièmement qu'en termes de délai, il y a des délais pour cela. Non pas simplement pour s'immatriculer, parce que l'immatriculation a déjà eu lieu pour un bon nombre de médecins grâce à l'immatriculation de masse qui a été rendue possible
quand on a amendé le texte de 98-15 relatif à l'AMO des TNS. Donc nous avons déjà immatriculé une bonne partie de ces médecins-là. Maintenant, j'appelle ces médecins, encore une fois, à accomplir les formalités, à venir dans notre régime. Deux choses. Je commencerai par la partie peut-être un peu à connotation négative, parce que c'est le fait qu'ils risquent des pénalités ou des astreintes. Mais en allant vers la partie positive, surtout pour qu'ils puissent bénéficier de leurs droits. Vous imaginez si un médecin tombe malade et qu'il a besoin d'une opération en engageant des frais, lui ou quelqu'un de sa famille, il a besoin de cet AMO et je les appelle à le faire le plus rapidement possible. Ils ont 1 mois pour ceux qui n'ont pas été immatriculés à travers le fichier de masse pour le faire, chez les réseaux de proximité ou dans nos agences. Le gros des médecins a été déjà immatriculé. Maintenant, ils n'ont qu'à entrer sur le portail, à inscrire leur famille et à commencer effectivement, Inch'Allah, à partir de février, à bénéficier de leurs droits au titre de l'AMO. Un mot sur les retraites, le régime retraite de la CNSS. Récemment, lors du colloque sur les finances publiques à Rabat, vous avez souligné l'urgence ou la nécessité d'une réforme paramétrique du régime des retraites. Est-ce qu'il y aura une revalorisation des cotisations des salariés adhérents à la CNSS? La réforme paramétrique est quelque chose d'essentiel pour le régime général des retraites. Deux choses, enfin deux données importantes, deux informations, c'est qu'à partir de 2025, d'après nos études, on va commencer à avoir un déficit technique, et à partir de 2037-2038, les réserves seront épuisées. Et donc nous avons besoin, pour garantir la pérennité du régime, de mettre en place une réforme paramétrique. Et on n'a pas 10 000 leviers sur lesquels on peut jouer. Il y a d'une part l'âge de départ à la retraite, le calcul de l'annuité et la manière dont on acquiert les droits. Et puis la troisième chose, effectivement, c'est la cotisation. Sur la cotisation, évidemment, il ne faut pas alourdir les charges à la fois des entreprises ou grever le pouvoir d'achat des salariés, mais je pense qu'il faut mettre en place une réforme qui est nécessaire dans la concertation et qui est importante d'abord dans l'intérêt des salariés eux-mêmes pour garantir leurs droits. Maintenant, sur la question effectivement de l'augmentation de 110 dirhams des pensions, qui a été d'ailleurs qui a fait l'objet d'une résolution du conseil d'administration de la CNSS, cette résolution a recommandé la mise en place de cette augmentation. Je pense c'est une revendication qui est légitime. Il y a des discussions qui sont ouvertes, à la fois sur la partie qui seront ouvertes à la fois sur la partie de la réforme paramétrique et sur la question de la revalorisation des pensions. Vous venez d'évoquer en fait la revalorisation de 5% de la pension avec un minimum de 110 dirhams. C'est l'une des 3 ou 4 mesures qui ont été actées par un conseil d'administration, par les précédents conseils d'administration de la CNSS et qui sont restées sans suite et qui sont à l'origine, cette non-activation de ces mesures qui a provoqué un peu le blocage du conseil d'administration d'octobre 2020. Est-ce que la situation a été débloquée depuis cette date? Nous avons tenu une réunion du conseil au mois de juin 2021. Une deuxième réunion au mois d'août. En présence des syndicats. En présence de tous les membres du conseil. Tous les collèges étaient là, dans un esprit qui est positif. Et nous avons une réunion du conseil qui est prévue dans les semaines qui viennent, notamment pour la validation du budget et pour d'autres points. Donc il n'y a pas de blocage aujourd'hui. Je pense que l'ensemble des points feront l'objet d'une discussion, j'espère, dans un esprit qui est ouvert. Il est important que la CNSS ne soit pas bloquée dans le contexte actuel, ni d'ailleurs à l'avenir, parce que nous portons aujourd'hui, nous sommes au centre et nous avons une responsabilité dans le cadre d'un projet, d'un chantier royal qui est extrêmement important. Et nous devons tous mettre nos moyens et nos énergies pour faire réussir ce projet-là. Il y a la question épineuse des polycliniques de la CNSS sous le gouvernement Latmani. Il a été décidé que la CNSS se désengage de la gestion directe des polycliniques et de désigner une banque d'affaires chargée de réaliser une étude dans ce sens. Où en êtes-vous par rapport à ce dossier? Pour le moment, pour les polycliniques, ce que nous appelons les unités médicales, nous avons 2 objectifs principaux. Le premier, effectivement, c'est de nous conformer à la loi, parce que vous savez que l'article 44 de la loi sur l'assurance maladie obligatoire interdit à un organisme gestionnaire de l'AMO
de donner des prestations de santé. Et donc nous devons trouver le moyen pour nous conformer à la loi. Et la deuxième chose, c'est redresser et réduire le déficit de ces unités médicales. C'est ce déficit qui s'élève à 200 millions de dirhams. S'élève à peu près à 200 millions de dirhams tous les ans. C'est à ces deux tâches que nous nous attelons aujourd'hui. Bien, alors une question sur le recouvrement. Le fameux mécanisme ATD, avis à détenteur, il y a eu une jurisprudence. Je rappelle, c'est quoi d'abord ce mécanisme? C'est un mécanisme qui permettait à la CNSS de récupérer ses créances par voie de saisie sur les comptes bancaires des entreprises. Alors, il y a eu entre-temps cette jurisprudence. La CNSS n'est plus éligible aux ATD. Est-ce que cela a impacté le recouvrement à la CNSS? D'abord, le recouvrement est essentiel pour l'équilibre des régimes. Si vous avez des cotisations que vous ne recouvrez pas, à un moment donné, votre régime se déséquilibre et vous ne pouvez pas payer vos prestations. Et nous devons avoir les moyens pour faire ce recouvrement-là. D'ailleurs, parmi nos axes prioritaires que nous allons soumettre au conseil d'administration, c'est celui de renforcer le recouvrement au sein de la CNSS, à la fois par le recrutement d'équipes supplémentaires, mais également par l'amélioration de nos process internes de recouvrement. Le deuxième volet, effectivement, c'est les moyens légaux. Et je pense à un moment donné, il est important que la CNSS puisse disposer des moyens légaux adéquats pour pouvoir faire ce recouvrement. Il est important pour l'équilibre des régimes, il est important pour l'équité, il est important pour assurer les droits des salariés et des TNS et de l'ensemble des citoyens marocains. Dernière question, Hassan Boubrik. La crise sanitaire sévit toujours. Vous avez déjà décrété 2 opérations d'amnistie ces dernières années, dont une qui était réservée aux entreprises impactées par le Covid. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle amnistie sociale, notamment pour les entreprises qui continuent toujours à être impactées par le Covid, en particulier les entreprises qui exercent dans le secteur du tourisme? D'abord, ce que nous pouvons généralement, disons, accorder, ce n'est pas des abandons sur le principal, mais c'est plutôt des abandons sur les astreintes et les pénalités. On peut aussi accorder des moratoires ou des étalements du paiement de ce que les entreprises nous doivent. Ce n'est pas du ressort de la direction générale, c'est d'abord une décision du conseil d'administration qui doit être par la suite validée par une décision de l'autorité de tutelle, en l'occurrence le ministère de l'économie et des finances. Évidemment, je suppose aujourd'hui, dans les conditions actuelles, où tout le monde a envie à la fois de sortir de cette crise-là, mais aussi de supporter les secteurs qui, aujourd'hui, de manière objective, souffrent le plus de cette crise-là, notamment le secteur du tourisme. Je suppose que s'il y a un projet, que le conseil d'administration et l'autorité de tutelle seront favorables à l'examiner et je pense que la CNSS est là aussi pour accompagner de manière générale les entreprises. Hassan Boubrik, directeur général de la CNSS, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.